Non, non c'est après. C'est à la fin, ça. C'est à la fin, pas maintenant. Donc, ouais, on va parler français, ce sera quand même beaucoup plus simple, surtout pour moi en fin de journée. Donc, on va parler de ST25TB, qui normalement est une norme qui ne vous parle pas du tout. Mais... Donc, le slide obligatoire que j'ai pas mis dans la presse originale, pour ceux qui ne me connaissent pas, normalement j'ai des chemises comme ça, mais elle est réservée pour des jours où j'ai des conférences au bureau. Aujourd'hui, je travaillais, j'avais pas le choix. Donc, je travaille à la Banque de France, c'est pas un secret, une partie est là, ils sont plutôt sympas, c'est des gens bien, vous savez bien, je suis leur chef maintenant, ça c'est beaucoup moins sympa, donc je fais moins de trucs techniques, c'est pour ça que je viens avec vous ce soir pour en discuter. J'ai vraiment pas eu le droit d'en parler en fait en intérieur. Ça c'est quand même beaucoup plus drôle sur le sujet. Je suis toujours dehors la nuit un kiwi maintenant, mais j'ai le droit d'en faire un peu la journée du moment que je fais 100% de mon job, donc je travaille à 150%, c'est pas comme chez Google où t'as un jour, c'est un jour de plus pour moi. On a 20% pour travailler sur les projets qu'on veut. Ça, c'est la théorie, hein, mais j'arracherai jamais ça chez moi sur le sujet. Et je suis désolé, normalement, tous les gens mettent des slides comme ça, on embauche, etc. Non, c'est un joli slide pour dire que nous n'embauchons plus du tout, nous n'avons plus de points de recrutement avant un certain moment. Je fais de l'anti-recrutement sur le sujet. On est des gens sympas, mais n'envoyez pas de vos CV, ça servira à rien, je les jetterai. Hop, sur le sujet. Ça, c'est la partie, maintenant, on retourne un peu plus sur la partie officielle. Donc, effectivement, ce genre de présentation peut attirer des problèmes à des gens. J'en ai déjà tellement au cul, vous inquiétez pas. Celui-là, je m'en fiche un petit peu. Donc, ne vous en servez pas pour pirater les transports. On est tous des chercheurs en sécurité, on sait ce qu'on fait un petit peu avec. À mon sens, il n'y a pas réellement de faille. Juste 2-3 ingénieurs qui ont cru que c'était mieux de faire des papiers plutôt que tester des vrais principes. Mais on va le voir par la suite. Après, il n'y a pas de CVE, il n'y en aura pas. Enfin, ils écrivent déjà 10 pages pour savoir comment mettre des octets en mémoire, si vous voulez. Donc, pour faire une CVE, ça risque d'être compliqué. On va parler des cartes historiques, les SR 512 en général, ou ST 125TB. Voilà. Ce n'est pas exhaustif ce que je vais présenter. J'ai mon billet grand voyageur qui me permet d'un peu voyager en France. Je l'ai testé à Lille, j'étais content. Je sais qu'à Rennes, c'est à peu près la même chose, on va en parler après, mais j'ai pas pu le vérifier partout. Après, vous verrez, ça ressemble quand même très fort. J'ai aussi pu vérifier que ça pouvait aussi le faire à Bruxelles, évidemment, mais il y a certainement d'autres endroits. Après, plus on monte dans les pays du Nord, plus ils sont pas cons, ils ont pris des technologies quand même un peu plus matures, hein, voilà, sur le sujet. Donc, de quoi on va parler, de quoi on ne va pas parler du tout. Alors, on est en région parisienne, on ne va pas du tout parler de Navigo. Désolé. Pour plein de raisons. La technologie est quand même pas dégueulasse derrière. Il y a quand même des HSM, il y a quand même de la vraie signature, de l'authentification, de la clé de dérivation. Enfin, du moment qu'il y a de la thune, en général, ils sont pas bêtes. Hein. Ils mettent quand même des gros moyens dans la sécurité de leur carte pour pas que n'importe qui puisse voyager. C'est quand même 100 € l'abonnement à peu près en région parisienne. Hein. C'est pas, hein, je sais plus dans quelle région c'est, où c'est 50 € par an ou 100 € par an pour certaines régions, les trucs de bus. On en est loin. Donc non, c'est quand même très sécurisé. Il y a certaines villes aussi qui sont passées en Deathfire. Ça, nous, on connaît bien le Deathfire. Le Deathfire, quand c'est bien fait, ça peut être très bien fait. Il y a aussi du clé de dérivation, il y a aussi du HSM. Enfin, ça a l'air de rien, mais si vous avez l'occasion de trouver un bus tout seul, un peu ouvert, il y a des petites clés SAM à l'intérieur des lecteurs, même quand vous validez un ticket. Hein. C'est pas une clé enregistrée en dur sur une carte SD. C'est quand même très sécurisé. C'est comme des HSM, c'est comme une carte à puce. C'est chiant, ça demande beaucoup de moyens, des gros laboratoires. Ils en ont chez Google, ils en ont ailleurs. On connaît encore non. Mais je les ai pas à la maison, ni à la banque. J'essaye. Non. Donc ça, c'est trop sécurisé et je suis une feignasse. J'y ai pas touché. Les tickets magnétiques, bon, en vrai, c'est fun. Hein. Vous avez tous vu peut-être 2-3 articles avec des bandes de lecture, avec des cassettes. Ça se fait, certainement. Mais j'ai plus de trucs à cassette chez moi, hein, depuis longtemps sur le sujet. Et dans les faits, après, retrouver d'autres supports qui ressemblent, c'est quand même un peu compliqué. Hein. Enfin, voilà, on mettra plus de temps à reproduire l'attaque tellement le matériel, il est legacy, grosso modo, qu'acheter un vrai ticket. Aucun sens sur le sujet. Et puis, en vrai, c'est en train de disparaître pour plein de raisons environnementales, de coûts et tout ce qui va avec. Il y a Lyon, je crois qu'il y a à peu près encore les mêmes, peut-être Marseille. Je crois qu'à Toulouse, qui a encore des bandes magnétiques un peu de ce type-là, mais sur des plus gros tickets. Mais ça reste rare. On en enlève de plus en plus. On va parler de ces tickets-là. Ceux qui sont à droite en fond. J'en ai ramené quelques-uns en pensant que la salle serait quand même moins sombre, mais c'est pas grave, vous pourrez venir voir si vous voulez. Donc ceux de Reims avec des petits cœurs dessus que j'aime bien. Ceux de Lille, parce que je les ai pétés il y a pas très longtemps sur le sujet. C'est laquelle, celle-là? Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de parler aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Je me suis trompé de paquet, mais c'est pas grave, il y en a d'autres des biens dedans. Il y a Bordeaux. Bordeaux, ils sont très sympas. On peut commander des petits tickets à 20 centimes sur leur site et se les faire envoyer sans aller à Bordeaux. Vachement pratique pour faire ses recherches. Ils les envoient gratuitement. Très bien. Ça m'a servi à la banque aussi, je vous en parle juste après. Et ça, c'est les tickets de Reims. C'est là où j'habite, c'est aussi pour ça que j'en ai et que c'est marrant à faire. Hop. Bruxelles. Et là, il y a une carte de café qui ressemble beaucoup à une carte du Sarrasin pour ceux qui s'en souviennent sur le sujet. Le début de mes recherches pour l'histoire après. C'est à la base, on parle de café. Qu'est-ce que c'est que ces putains de cartes et qu'est-ce que c'est que le chip qui est à l'intérieur? C'est un chip ST25TB, je vous fais pas la pub, ST Microélectronique le fait très bien. Ils le mettent depuis leur doc. Ça a été fait pour les transports de manière générale. Ils ont un protocole propriétaire. C'est très bon. C'est du 14B. C'est chiant à faire marcher le 14B en radiofréquence, mais ça marche bien. C'est pas cher. Ça peut monter jusqu'à 4 kilobytes. Ça dépend comment on le lit de capacité. Aucun sens pour les tickets de transport, mais ça doit exister ailleurs.
Comment ça marche à l'intérieur? Je vous le passe, c'est un petit peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la base, STMicroelectronics, ils ont quand même designé ces cartes-là pour les transports. C'est pour ça qu'on en trouve dans plein d'endroits. Donc ça, c'est l'ancienne version. La nouvelle version, c'est le ST25TB. C'est juste une évolution technique et de l'antenne. Il n'y a quasiment rien derrière. Petit truc fun quand même pour nous, franco-français, sur le sujet. Il y a une variante, la SRI X de la série, qui a été faite pour France Télécom, pour les anciens, hein, France Télécom sur le sujet, qui là incluait un challenge d'authentification-réponse. Donc là, on commençait à avoir un tout petit peu de sécurité dedans. Bien sûr, à mon avis, France Télécom a dû dire c'est que pour nous, puis ça coûte un peu plus cher, donc on l'a jamais retrouvé dans les cartes de transport. Zéro authentification. On commence bien l'histoire, hein. Des cartes pas chères, sans authentification, qui vieillissent mal, ça commence bien. Toute la sécurité de ces cartes repose sur à peu près une seule chose, matériellement, c'est ces petits compteurs de bits que vous ne voyez pas, si vous les voyez ici. Ce sont des compteurs, des countdown counters, avec mon superbe accent anglais. Qu'est-ce que ça veut dire, ce countdown counter? C'est un compteur très simple. S'il y a un 5 dedans, je peux mettre un 4, je peux mettre un 3, je peux pas mettre un 6. Je ne peux jamais inscrire une valeur supérieure qu'à la valeur qu'il y avait à l'origine. Ça a totalement du sens pour des tickets de transport. On achète 2 trajets, ça peut pas être 1. Maintenant, on peut les recharger, ces tickets, si vous connaissez, on en parle après. Donc, ils ont un système de double compteur. Et là, on peut décharger, recharger, mais dans les limites quand même matérielles de la carte. Aucun jeu de mots derrière ça. Vous êtes très sage. Bravo. Alors, petit lecteur de carte à puce chez vous, même les versions sans fil, prenez l'IBNFC, même compilé sous Linux dans les exemples, il y a le petit programme que j'ai fait à l'intérieur. Vous pourrez lire et écrire dans ces cartes-là. Elles sont sans authentification, c'est pas un hack, c'est fait pour. Ok? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce truc-là? Ça, c'est pour éviter que je fasse des démos qui ne marchent pas. Parce que autant Mimi 4 sous Windows, je maîtrisais bien, mais sous Linux, des trucs comme ça, des fois, je galère un peu. Je déconne, j'ai compilé ça pour Windows, mais c'est du matériel, j'aime pas ça. Quand vous lisez ces cartes-là, bah, vous avez leur numéro de série, la technologie, l'UID, ça c'est quand même très important, l'UID qui est dérivé du numéro de série, et après le contenu des secteurs, dont le nombre de transports qu'on voit ici en secteurs 5 et 6. On va voir après plus en zoom pour ceux qui sont derrière, rassurez-vous. Donc là, il reste 2 transports et je peux le recharger 10 fois pour ceux qui lisent l'exa couramment. Et ça, c'est derrière, c'est un deuxième secteur qui sert strictement à rien. Hop. Voilà, donc ça c'est LED pour ceux qui veulent lire LED maintenant, aucun sens. Et ça c'est la version grossie quand vous le lisez avec le Proxmark et que ça marche. Compiler les nouveaux firmware, on a beaucoup bossé dessus, on a modifié le FPGA du Proxmark pour réparer une connerie. C'est au boulot, s'en souviennent, je les ai fait chier pendant des semaines pour qu'ils me fassent des captures, ils n'ont jamais fait. Pour piquer leur Proxmark, on a galéré. Mais c'est réparé maintenant, le Proxmark 4, parce que c'était surtout le 4 qui galérait, peut maintenant lire ce type de carte, écrire aussi avec. Vous le dumpez, vous aurez les mêmes résultats, mais vous êtes peut-être plus habitué à votre Proxmark qu'à des lecteurs de cartes à puce et l'IBNFC. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que vous faites avec ces cartes quand vous êtes dans les transports et vous êtes sage? Ça, c'est bien. Ils font plein d'affiches dedans, donc il faut le faire. Vous prenez votre petit ticket qui a 2 voyages, 10 rechargements là-dessus, vous le passez au lecteur, ça fait bip, vous êtes heureux. Vous passez à 1 voyage, vous êtes moins heureux. Il vous reste toujours 10 rechargements à faire, et là, on ne sait pas ce que c'est. Mais il y a surtout un gros bloc arrivé ici. Un bloc pas cool. Mais c'est le bloc qui permet que quand vous êtes face à un contrôleur, il vous dit oui, tu as bien validé à telle heure, tu es bien dans ta tranche de validation d'1 heure, etc. Autant dire qu'il n'est pas cool et qu'on peut rien y comprendre. On peut un peu comprendre, il y a plein d'ID à l'intérieur, il y a surtout une petite signature numérique avec des HSM, c'est de la merde. Voilà. Alors comment on comprend ce format qui veut strictement rien dire? Alors, soit on galère, moi, soit on cherche dans les archives d'Internet, soit on achète la norme qui va bien sur le site de l'AFNOR, tout est documenté. Hein. Des centaines et des centaines de pages de mecs qui décrivent une structure comme ça et un peu de calypso. Bon, c'est 600 € hors taxe, je ne l'ai pas fait. Si quelqu'un là, n'hésitez pas à liker un peu, hein, on coupera ça sur YouTube, hein, si vous voulez. Mais voilà. 600 € la norme. Juste la norme. Pas moi. Alors, dans les faits, il y a un draft qui traîne dans les archives d'Internet, heureusement un petit peu, qui explique sommairement, parce qu'on pense que c'est des gens quand même qui sont plus habitués à écrire des docs que faire des choses techniques dans leur vie. Ça se voit, hein. Ils écrivent beaucoup, mais c'est imbitable. Vraiment. Alors, en tout cas, j'avais pas la patience. Et j'ai la patience de décompiler des trucs de Windows, donc imaginez. Donc, dans les faits, ils ont bien confirmé, c'est bien compteur de voyage. Donc ça se vérifie rapidement par vous-même hein, sur le sujet, c'est sur 3. Les gens pensent qu'on va faire beaucoup de voyages quand même hein, dessus. Et un compteur de rechargement, donc là, ils peuvent être rechargés 10 fois. Ça, c'est selon les villes. Hein. Il y a des villes qui décident que c'est 4 fois rechargeable, 10 fois, un peu plus selon les cas. Ça a du sens pour un support matériel, mais ça a surtout du sens économique. Quand vous achetez une carte de 10 transports à un certain prix il y a 5 ans, ben, des fois, à 5 ans plus tard, elle a beaucoup augmenté et vous êtes bien content d'avoir les anciennes. Ça les arrange pas, les villes, hein, pour faire de la thune. Donc voilà. Puis il y a aussi faire du support. Ah, mon ticket ne marche pas et je l'ai tordu dans ma poche. Bah oui, au bout de 15 jours dans la poche, ils en ont un peu marre. C'est aussi pour ça qu'ils les font expirer. Il y a des articles qui expliquent sur Internet, justement, des vieux articles, que ça a une date d'expiration. On les retrouve dans ces secteurs-là, en général. On trouve l'identifiant de la ville. Là, c'est Lille. Sur le sujet, quel type de ticket c'est, quand c'est qu'il va expirer, blablabla, et toutes les informations de où c'est que j'ai validé, des petites signatures qui vont avec, qui traînent un petit peu partout, il faut faire attention à ça. Bon,
c'est compliqué. Il y a une partie certificate, et en général, quand il y a des certificats, ça devient très chiant à étudier, même quand on a la clé. Alors là, on n'a pas la clé en plus, c'est très très chiant. Il y a des certificats de distribution et d'usage. Certificat de distribution, on va vous dire c'est tel type de ticket, 2 fois 1 heure, ce que vous voulez. Et l'usage, c'est quand vous compostez dans les transports. C'est là que vous dites, j'ai fait telle validation dans tel bus, ou dans tel tram, tel métro à Lille, ou Rennes, ou à telle heure. Ça, c'est un peu compliqué à contrefaire, parce que sont quand même pas non plus bêtes, même si ça a été fait il y a pas mal d'années, ça dépend quand même de l'UID. Donc, même si on les copie ailleurs, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on peut, ça paraît très logique, hein, je fais un dump de mon ticket à l'origine, quand je l'ai acheté, qui contient plein de voyages, donc là 2, je le valide et je peux le recharger sur l'ancien. Ça serait idéal. Ben non, parce que réécrire 2 par-dessus 1, c'est le principe, matériellement la carte refuse. C'est impossible. Enfin, c'est impossible. Il y a des chercheurs bien plus intelligents que moi en radiofréquence qui font des attaques en découpant du courant à un certain moment, même si la carte est vendue pour résister à ce type d'attaque-là, a priori, bref, Iceman et les autres sont quand même pas mauvais sur ce type de sujet. Voilà. Est-ce qu'on peut, derrière, recharger comme si on était une machine de rechargement? Si je peux recharger mon ticket de machine de rechargement, ça veut dire que je peux remettre un 2 à un moment ou à un autre. C'est bien le cas, sauf qu'une machine de rechargement, elle va vouloir mettre, ici j'avais 10, elle va mettre un 9 ici, pour dire qu'elle a rechargé. Sinon je ne peux pas mettre un 2. Pour pouvoir mettre un 2 ici, je suis obligé de décrémenter un autre compteur. Sinon la valeur totale du compteur est supérieure. Considérez ça comme un nombre sur 4 octets, hein, pour ceux qui font du 32 bits, comme ça vous comprenez mieux le principe. Si je fais ça, ça acceptera. J'aurais bien pu écrire 2 et 9 à l'intérieur, mais mes signatures ne seront plus valides dans le ticket. Je n'ai pas les clés HSM de rechargement dans les machines, ou alors j'ai un gros pied de biche, mais je ne peux pas recréer la signature comme il fait, c'est quand même sur 4 octets, ou 2 octets selon les cas. Mais même ça, faire beaucoup d'essais devant un compteur sans se faire repérer, pas très malin comme attaque. Après, j'achète une nouvelle carte vide sur AliExpress. Elle se trouve, j'ai commencé comme ça pour les machines à café. Ça marchait bien. Donc, on a une carte, on la donne complètement, on la recharge, on peut tout remettre dessus. Ça marchera sur la carte, y compris l'ancienne signature qui va bien. Maintenant, ça ne validera pas parce que l'UID n'est pas le même. Il n'y a pas encore de carte magique sur le sujet. Alors, je parle beaucoup de machines à café, je vous fais quand même l'anecdote, on est quand même ici pour faire des anecdotes, sinon c'est pas drôle. Et allumer les lumières, voilà. J'étais si nul que ça, déjà, je me fais sortir. Oh, quand même. À la base, cette technologie de malade qu'on trouve dans les transports m'a résisté pendant très longtemps dans mon travail. Je voulais avoir du café gratuit. Et seule une partie des équipes où je travaille avait accès à cette machine à café gratuite. Bon, j'avais aussi la carte parce que je suis un ancien du service, mais le défi m'échappait. Je voulais copier cette carte-là. Comment avoir du café gratuit? Je n'y arrivais pas. Le Proxmark ne lisait pas cette carte. Aucun de mes lecteurs ne lisait cette carte-là. Il y a plein de bugs matériels que je connais maintenant qui faisaient. J'étais déprimé, j'avais réussi à copier des cartes de bien plus haute intelligence, avec bien plus de crypto dedans, qui m'ouvraient des portes bien plus importantes, mais je n'arrivais pas à avoir du café gratuit. Donc ça a été un de mes projets, copier ces cartes-là. Donc j'y suis arrivé, et donc pour la petite histoire, vu que les machines à café ne valident pas via des certificats et tout ce qui va bien derrière, j'allais me chercher du café gratuit avec un ticket de Bordeaux, qui marchait très très bien, j'avais réécrit les données dessus, et je pouvais aussi valider dans les transports, parce que c'était des zones qui ne servaient pas. C'était un ticket magnifique, je ne l'ai pas gardé malheureusement, mais ça surprenait toujours quand j'avais mon ticket de Bordeaux que j'avais du café gratuit. Les recherches, le café, ça va souvent ensemble. Hein. On est un peu obligé. Voilà. Alors, quelle est la solution pour arriver à nos fins de trafiquer ces cartes-là? C'est très simple. Prenons comme les cartes Magic MyFair. Qui connaît les cartes Magic MyFair? Ah, ça, il y a plein de monde. Hein. Ça traficote les halls d'entrée. Hein. Ouais. Je le savais. Si on prenait l'équivalent d'une carte Magic, mais en 14B, ça ferait le même principe. On a l'UID cette fois-ci qui est changeable sur les cartes Magic. Donc une 14B Magic, ça marcherait dans tous les cas. C'est vrai. Sauf qu'il y a 2 problèmes. Un, ça n'existe pas. Un gros problème déjà de base, tu vois, un peu compliqué. Et puis 2, si vous trimballez avec une carte magique dans les transports que vous vous faites contrôler, à part si vous avez reproduit exactement le même papier, que vous êtes super doué en impression, bon déjà vous allez perdre plus d'argent à faire vous-même votre ticket papier qu'à faire une copie sur le sujet, mais le contrôleur à un moment il va quand même voir que vous le prenez pour un con. Ça va mal passer, ils aiment pas ça. Hein. J'ai fait plusieurs tests. Mauvaise idée. Donc 2 gros problèmes, on n'a pas le bon form factor et ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il nous reste comme solution? Parce que l'idée est quand même bonne. C'est ça qui marcherait. C'est avoir l'équivalent d'une carte magique. Alors, pourquoi une attaque marche avec une carte magique? C'est pour une très bonne raison. C'est une technologie, pas dire de merde, je suis filmé. Oh non, vous le mettrez quand même, je le sais. C'est une technologie de merde. Elle est très ancienne, il n'y a pas d'authentification, il n'y a rien, on peut lire et écrire dedans. Enfin, on sait tous que comme une carte qui conserve une donnée dans laquelle on peut lire et écrire, ça va mal finir sur le sujet. Donc on peut déjà récupérer tout ce qu'il y a dedans. On ne peut pas forcément écrire comme on veut, mais on peut déjà tout récupérer. Créons cette carte magique qui n'existe pas. Ou au moins, créons une machine qui va fonctionner comme une carte magique. Alors,
Dans les faits, on aurait pu dire, créons un module pour le Proxmark 3 RDV4 qui a son petit module de batterie qui va bien pour le faire. Oui, mais souvenez-vous, les Proxmark 3 RDV4 avaient plein de problèmes avec le 14B. On a mis beaucoup de temps à résoudre, donc j'ai pas voulu aller sur ce chemin-là. Puis j'aime bien programmer des choses différentes. Voilà. Mais il y a un principe. Donc je l'ai créé. C'est ce petit mignon qui est là sur un équipement rouge. Il est là dans le Tupperware de hack que j'amène avec moi. Voilà, parce que Jacques comme un papa, on me dit, sur le sujet. Et je me suis mis à faire du C pour MSP 430 sur de Texas Instruments. Ça enchante vos nuits, je vous assure, c'est génial. Mais ça permet quand même de faire des petits programmes toujours sympathiques, surtout quand on travaille chez Google et qu'on aime bien tout ce qui est web, qui font 4,6 kg en mémoire. Voilà. Alors, un petit peu plus, ça dépasse 5 kg selon ce qu'on met comme animation de diode sur le truc. Mais dans les faits, c'est toujours un petit peu plaisant de se dire j'ai fait un truc qui fait 5 kilo-octets accompli. Bon, un SD4 6 Go, mais à la fin j'ai 5 kilo-octets que je mets dans ce petit truc-là qui a encore plein de place et qui va faire de la magie. Donc j'ai écrit ce petit programme-là qui se fait passer complètement pour une carte 14B et qui a plein de fonctions magiques, des backdoors, on peut écrire des UID, on peut faire tout ce qu'on veut. De toute façon, je peux le programmer, je fais ce que je veux dans tous les cas sur le sujet. Alors pourquoi j'ai pris ce truc de Texas Instruments que personne ne connaît normalement? Qui connaît les MSP 430 de Texas Instruments? Mais on est vu. $1. Et oui, c'est que dalle, on en a plein. Mais ouais, je les ai commandés sur Mousseur, je les ai eu quasiment dans 2 jours, c'était génial. Bon, un peu plus que, dans les SDK, c'est un peu plus que $4, mais je peux vous garantir que le matériel est composé de 2 cartes. Ça doit être $12 et $13 la carte NFC fabriquée au Texas, parce que la NFC est faite au Texas. Alors pourquoi j'ai pris ce truc de Texas Instruments, à part que c'est pas cher? Et qu'ils ont des cartes rouges, ça change un petit peu. Alors normalement, tout le monde programme avec le PN532 qu'on trouve sur les cartes rouges ou dans les lecteurs sur le sujet. Il émule que du 14A, et en plus, il nous embête sur l'UID, on ne peut pas changer son premier octet. Ça peut servir dans certains cas, on peut faire des beaux relais avec, j'en ai fait des démonstrations, c'est cool, mais c'est relativement limité. On aurait pu le faire avec le STM ST25R39CSB. Wouh, il est super bon en 14A, on le trouve dans le Hydra NFC2 et dans le Flipper 0, pour ceux qui... Normalement, tout le monde connaît le Flipper 0, hein, c'est plutôt sur le sujet. Donc lui, il fait du 14A super bien, il y a la couche RFAL, il le faire en bas niveau. En 14B, officiellement, il ne le supporte pas. Je dis bien officiellement parce que ce composant, c'est quand même une tuerie de ST Microélectronique. Il se peut qu'il y ait plein de trucs qui ne soient pas documentés, ou en tout cas qu'on puisse recoder à la main, c'est qui pourrait le faire. Est-ce qu'on pourrait prendre le NRF 532-840 sur le RLR, c'est celui qui est dans le Caméléon Ultra. Ça aussi, vous le connaissez, tout le monde. Il y a une grosse hype sur le sujet. Bon, lui, il fera quasiment jamais que du 14A, et en plus qu'en émulation. Il ne peut même pas faire lecteur, c'est pour ça qu'il y a un autre composant sur la carte. Encore plus limité. Pour le spoiler alert, vous prenez les anciens caméléons, les RFG par exemple, bien plus puissants, bien plus de possibilités au niveau de la capture du sniff et de l'émulation. On pourrait même faire du 14B si on programmait quasiment en assembleur dessus. Ça sera jamais moi sur le sujet. Donc j'ai pris du TI, qui est un composant a priori un petit peu nul. C'est celui qu'on trouve dans le Hydra NFC V1. C'est Benjamin Vernou qui fait les deux Hydra NFC. Un truc avec les Benjamins, on aime bien faire chez le monde a priori. Sur le sujet. Le composant est pas super bon. Il y a plein d'errata qui disent oui, on devrait faire ça en fait, mais on le fait pas. C'est à vous de le faire à la main. Bon, super, on va passer des bonnes nuits. Mais par contre, il y a un gros avantage à ce composant-là, c'est que nativement dans la doc, on sait émuler du 4A et du 4B. C'est le seul qui, au moins dans sa doc, le marque en tant c'est supporté de base. C'est très mal supporté. Ce sera à toi de tout coder, mais on le supporte. Déjà, pour ceux qui ont déjà programmé des choses en radio bas niveau, générer des sinusoïdales à telle fréquence, avec telle puissance, avec des modulations à SK, à 10%, etc. Bon, personne n'a envie de faire ça. On n'a plus envie de le faire. On l'a fait une fois, mais pas deux. S'il y a des masos ici, faut le dire. Moi, non. Donc non. Donc ça, c'est bien qu'il y ait un composant qui fasse ça pour moi. Je l'ai pris, il est cool. Et ça marche dans les faits. Donc j'ai créé mon petit truc et je suis allé à Lille, un beau matin, faire des expériences. J'ai pas envie de me faire choper à Reims et qu'ils me poursuivent, je suis pas fou non plus sur le sujet. Donc il y a plein de modes dans ce petit composant, c'est quasiment un caméléon kiwi si on va par là. On l'allume, il fait des œufs dans tous les sens. Il a un mode d'apprentissage, il va lire la carte des transports et la garde en mémoire. Donc là j'ai une copie de la badge des transports, etc. qui est mis dans mon petit composant. J'aurais pu le charger manuellement à l'intérieur, mais c'est mieux, il y a un mode de lecture, c'est plus discret quand on est dans les transports. Hop, on le met à un lecteur, il le valide, il écrit ses nouvelles valeurs, il a mis un voyage, il a mis son petit checksum qui va bien derrière. Il est content, il fait bip sur le sujet. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais réécrire les valeurs d'origine sur le ticket. Vous me direz, mais Benjamin, ton attaque n'a aucun sens, tu vas décrémenter ton ticket. Pour l'instant, c'est vrai. Mais là, c'est quand même très pratique si un contrôleur qui arrive, je suis capable de produire le vrai ticket qui va valider. Parce que là, c'est logique. Bon, là, j'ai perdu un voyage. Si on continue comme ça, on va pas aller loin. Hop, là, je vais resetter ma carte, parce que c'est mon programme magique, et donc il va repasser à 2, 0 checksum sur le sujet. Je le réexpose au système de métro, de tram, ce que vous voulez sur le sujet. Il réécrit une nouvelle signature avec un nouveau timestamp, une nouvelle station, ce que vous voulez dessus sur le sujet. Il fait bip, il est content. Hop.
Je réécris les valeurs. Cette fois-ci, ça a marché, pour une très bonne raison. Je n'ai pas écrit une valeur supérieure à l'intérieur. C'était un voyage, j'ai réécrit un voyage. Le FD, c'était toujours un FD, c'est toujours resté un FD. Il y a juste les checksums qui ont changé. Mais là, on s'en fout. Il n'y a pas de limitation pour écrire ça à l'intérieur. Et encore une fois, c'est valide pour un contrôle. On peut le faire à l'infini, hein. Ça dure très longtemps. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de slides, donc je n'ai pas fait 50 fois ces mêmes slides à la suite sur le sujet. Mais ça se limite à ça, en fait, ce type d'attaque. C'est recréer un matériel qui va usurper, mais surtout réécrire sur le ticket d'origine. Alors, pour la petite histoire drôle, évidemment, je suis allé à Lille et en pleine journée, très peu de monde. Et évidemment, la station où je descends, 10 contrôleurs m'attendaient. Donc j'ai pu valider que le ticket que j'avais refait fonctionnait très bien, puisque je suis devant vous sur le sujet. Sinon, je me serais fait confisquer tout le matos. Ça aurait été un petit peu compliqué sur le sujet. C'est à peu près ça, juste l'attaque comme ça. Il y a plein de temps, ça va vite, on aura plein de temps pour des questions, et peut-être même de manipuler des trucs. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, le Proxmark, évidemment, notre être aimé à tous en radiofréquence sur le sujet, supporte le 14B'. Alors, il le supporte bien mieux depuis le 28 août, depuis qu'on a reflashé le FPGA en changeant d'épine, parce qu'ils se sont trompés lorsqu'ils ont refait, en fait, c'est des Chinois qui copient les schémas d'origine. Le RDV2, par exemple, de Elechouse, est basé complètement sur les schémas du Proxmark première génération qui avait été inventé au départ par un chercheur dans sa thèse certainement sur le sujet. Les Chinois, ils se sont dit on va faire mieux pour moins cher surtout sur le sujet. Donc ils ont réinventé 2-3 parties qui les arrangeaient pas avec les composants qui manquaient aussi sur le sujet. Il y a des choses qui voyaient pas l'intérêt, ils ont enlevé. Ça a posé beaucoup de problèmes. On a réussi à bypasser le système. Alors compiler pour du FPGA, c'est encore un step de masochisme. Là, je l'ai fait une fois. Je suis content que les gens m'aient expliqué comment faire et comment ça fonctionnait parce que là, plus jamais sur le sujet. Bon, je ne fais pas dire. C'est quoi le FPGA? C'est un Altera, c'est un Xilinx? C'est un Xilinx. Ouais. Là, on parle de je sais pas combien de gigas téléchargés en émulation Linux. Hein. Wow! Voir, il faut limite réinstaller Windows XP pour que ça fonctionne hein, dans les tutos. On en est à ça. Avec des numéros de série, même sur leur forum officiel de l'éditeur, dit prends tel numéro de série, te fais pas chier. Parce que même eux, ils galèrent à supporter ces logiciels-là, en fait. Ça devient très compliqué. Et à la fin, ça produit un fichier qui fait 172 octets. On est content d'avoir téléchargé 12 gigas. C'est toujours très bon. Donc ça risque d'être implémenté rapidement par vous, par moi, par d'autres qui voudront se faire plaisir sur le sujet, maintenant que ça refonctionne correctement. Parce qu'avant, on pouvait même pas lire les tickets en question. Le Proxmark galérait à les lire. Il fallait vraiment trouver une antenne, une tranche de jambon autour, ce que vous voulez. Ou un Proxmark RDV2 ou les anciens. Ouais, ça aurait pu marcher. J'essaye. C'est assez directionnel quand même. Donc, ça risque d'arriver là-dedans. Vous avez vu quand même les développements sur le Flipper Zero. Techniquement, il n'y a rien de foufou avec, mais il y a une hype de malade là-dessus. Donc, il y a aussi des communautés de gens qui regardent et qui ont des facilités de développement sur ce composant qui sont meilleures. Donc, même si le ST n'est pas fait pour le 14B en émulation, il y a peut-être des gens qui vont trouver un moyen de le faire. J'ai commencé à regarder, à faire mais sans la couche de ST microélectronique qui me dit oui, ça serait toujours rigolo de pirater du ST microélectronique avec du ST microélectronique. Il y a aussi ça dans la hype qui va avec. J'ai commencé à regarder, mais j'aimais pas leur RFAL, donc je suis tout en train de refaire en SPI à ma main. Ça fait des codes qui font cette longueur-là pour juste dire bonjour aux composants, c'est un petit peu long. Mais peut-être que le 14B sera supporté à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, officiellement, il ne l'est pas. C'est vraiment galère, hein. Vraiment galère. À côté, le Texas Instruments, c'est vraiment une dictée magique à faire. Hein. C'est nickel sur le sujet. Alors, ça, c'est la carte fun maintenant sur le sujet. Où est-ce qu'on peut aller jouer avec ça? Alors, là, ce qui est sûr, Lille, Reims, Dijon, Strasbourg, Bordeaux, Rennes, Tours, Annecy. Pour une raison très simple, c'est que j'ai au moins eu entre les mains, où je suis déjà allé, les tickets en question. J'ai pu vérifier qu'ils étaient tous exactement sur la même norme, ou un dérivé d'Intertic, qui est la norme AFNOR, dont je vous ai décrit le sujet. Il y a d'autres points sur la carte. Alors, d'autres villes, je suis pas sûr, mais il y a des gens qui adorent prendre en photo les trains. C'est leur passion. Il y a des gens qui adorent prendre en photo les trams dans les villes. Il y a des gens qui adorent prendre en photo même des machines de rechargement. Ça m'aide beaucoup dans mes recherches. On les trouve. Ou alors il y a les régies qui ont des sites tout pourris, mais on voit des gens avec un sourire. Ils sont tellement contents de recharger des tickets sur leur ticket. Donc on voit à quel type de machine c'est. Et en général, s'il y a un petit ovale de rechargement de tickets au milieu, c'est que c'est une technologie de ce type-là. Donc il y en a plein. Je les ferai pas hein, personnellement, mais n'hésitez pas à y aller. Il y a d'autres villes dont je suis beaucoup moins sûr, mais ça pourrait l'être un jour. Donc voilà. Ça, c'est juste moi qui ai fait quelques ordres de recherche sur Internet sur les différents sites de régie. Il y en a certainement beaucoup plus sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à regarder. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant suite à ça? Aller boire une bière parce qu'il fait chaud ici. Ça, c'est après. Donc déjà, il n'y a pas 36 choix. S'il y a des infiltrés de ST ici ou des régies de transport, je suis mal. Il y a une seule porte pour sortir. Mais arrêtez d'utiliser les tickets. Ils vont pas être contents parce qu'ils en vendaient quand même pas mal. Hein. Ça coûte 20 centimes en général pièce pour les usagers, donc un petit peu moins pour les régies, mais ils se faisaient quand même pas mal de thunes avec ça. Il faut arrêter ces cartes-là. Stop, c'est dépassé. Il n'y a pas d'authentification, il n'y a rien.
surtout si vous allez dans d'autres pays, au Japon, etc., ça fait des années qu'ils sont sur d'autres systèmes de paiement à l'entrée, à la sortie, avec votre carte bleue, le téléphone. Voilà, on arrête de donner des tickets aux gens. Ils en veulent pas. C'est chiant à recharger. Vous avez vu la queue ce matin à la gare, c'est une catastrophe. Donc voilà, passons au paiement par smartphone, comme dans plein de villes. Il y a même des villes en France qui sont déjà passées au paiement par carte bleue. Prenez votre carte bleue, ça marche. Et à Paris, on est un peu en retard. Avec les JO, ça va arriver, mais voilà. Ou alors, si vraiment on tient à avoir une carte supplémentaire, il y a des pays qui ont fait ce choix-là, des pays nordiques, ils ont des MyFair Ultralight V1. C'est un bon compromis. On a la sécurité, une partie de la sécurité qu'on peut retrouver dans les Deathfire, mais on a un ticket pas trop cher. Certaines villes, je ne sais plus laquelle c'est un ticket papier aussi. Et on peut le recharger aussi de la même manière. Mais côté sécurité, c'est quand même plus costaud. On est au-dessus du MyFair normal. Au moins, il y a une authentification et ça marche mieux. Voilà. Ça, c'était la partie officielle. Si vous avez des questions, c'est maintenant.